Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle émission sur Crap Podcast. Une nouvelle émission un peu particulière parce que je ne suis plus accompagné de Paul, c'est fini. Non, c'est juste que c'est une émission un peu particulière, c'est sur Roland Garros et mes collègues de Crap Podcast ne s'y connaissent pas vraiment à Roland Garros, on va dire. Et donc Laïla, Marie, tout ça ne sont pas là aujourd'hui. Et ni Valentine. Nous avons aujourd'hui avec nous Jean-Félix. Bonjour à tous. Qui s'y connaît très bien en tennis, qui fait du tennis en club. Ensuite, nous avons Jason. Bonjour. Et enfin, nous avons Léo, qui s'y connaît plus en basket, peut-être. Bonjour à toutes et à tous. Et on parlera peut-être à la fin de NBA et de cette finale, finalement, de NBA, si on a le temps. Donc, aujourd'hui, on fait une émission donc, sur Roland Garros. Donc, on est en période de Roland Garros. Le jour où on tourne, là, le jeudi 1er juin, on est au 5e ou 6e jour de Roland Garros, 5e peut-être. Et on va faire donc une petite présentation de Roland Garros, ensuite de l'édition 2023. Et enfin, on parlera aussi un peu des Français, enfin de ce qui reste des Français malheureusement, puisqu'ils ne sont plus que 3 aujourd'hui. Et on fera un petit bilan du parcours des Français qui n'est pas très très grand, mais voilà. Alors, du coup, on va faire une petite présentation de l'histoire de Roland Garros, de ce que c'est Roland Garros. Et donc, je vais laisser Jason présenter tout ça. Alors au tout début, Roland Garros, en fait, ça a été un tournoi qui a succédé aux internationaux de France. En fait, c'était le championnat de France qui a vu le jour en 1891. Et ensuite, on a vu la première édition de Roland Garros en 1925. Ok, donc ça, c'est la première édition. C'est ça. Okay. Version Roland Garros. Roland Garros okay. Officiel, comme on le connaît. Donc ça, c'est la partie historique de ce qui est Roland Garros. Jean-Félix, tu m'avais parlé du quatuor français, je ne sais plus ce que c'était exactement. C'est ça, en fait, il y a longtemps, donc à l'époque, je sais pas, ça doit être en 1920, je pense. 1920, ouais. En fait, il y avait un groupe de 4 Français qu'on appelait les Mousquetaires, justement, à l'époque, dont une personne dont vous connaissez sûrement le nom, René Lacoste. Oui, ouais. René Lacoste, justement, en fait, ça vient de là. Ça vient en fait à la base d'un joueur de tennis. Ok, donc Lacoste. Et avec ces 4 mousquetaires, on va dire, il y avait aussi des dames qui jouaient, notamment par exemple Suzanne Lenglen. Ah oui, et du coup qui est devenu le cours aujourd'hui. D'où vient le nom de ce cours. De ce cours, ok. Enfin, c'est un stade. Enfin, du coup là, il y a le. Voilà, c'est ça. En fait, c'est un gros cours. stade. Oui. Et en fait, voilà, c'est ça. C'est à l'époque, en fait, il y avait, en fait, on va dire que ces 4 joueurs-là qui gagnaient, gagné peut-être pendant, allez, je sais pas, une décennie, plusieurs grands tournois, notamment les Grands Chelems. Bah, d'ailleurs, on peut faire c'est une parfaite transition. Donc après cette présentation de ce qu'est Roland Garros, on va expliquer un petit peu ce que c'est finalement une année de tennis en tennis professionnel. Donc comment se passe ce qu'on appelle les Grands Chelems. Je sais pas qui c'est qui veut se lancer là-dessus. Moi je veux bien en parler. En fait, au tennis, donc voilà, on a des tournois pour gagner des points à l'ATP et pour monter dans le classement en fait. Et donc on a plusieurs types de tournois et chaque tournoi va nous permettre de gagner un certain nombre de points. Donc par exemple on aura des ATP 250, ce qui veut dire qu'en fait par exemple sur ce genre de tournoi, si on gagne le tournoi, on gagnera 250 points à l'ATP. On aura aussi des ATP 500 et des ATP 1000. Donc ça commence déjà à être des gros tournois. Et ensuite, on aura 4 grands tournois majeurs qu'on appellera du coup les Grands Chelems. Ces Grands Chelems, ils nous font gagner 2000 points à l'ATP. Donc c'est le plus gros nombre de points qu'on peut avoir. Ce tournoi, il est fait par énormément de joueurs en fait. Déjà tous les joueurs du top 100 presque, ils participent en fait, c'est ça. Et voilà, en fait, ils se répartissent au cours de l'année et Roland Garros en fait partie. Donc voilà, il y a 4 Grands Chelems. Donc le premier qui arrive dans l'année, c'est l'Open d'Australie en janvier, je crois que c'est ça. Oui. Après Roland Garros, et là, ce qui suit un mois plus tard, il y a Wimbledon, c'est à Londres, ça. Et donc ça c'est fin juillet, début juillet. Et après on a l'US Open à la rentrée en septembre. Donc ça c'est les 4 grands chelems. Ouais.
Et toute l'année, c'est un peu les objectifs des grands joueurs de tennis. Dans les top 10, tout ça, c'est l'objectif, c'est de gagner un grand chelem. Mais même pour certains joueurs, c'est pas forcément de gagner, mais juste y participer, c'est déjà énorme en fait. Ça représente beaucoup dans une carrière quand même. Oui, c'est ça, on entend aussi souvent parler, je te coupais, mais par exemple de la rivalité entre Nadal ou Federer ou Djoko, ils font aussi la course à ces titres du Grand Chelem justement. Il y a une compétition, combien ils en ont gagné, tout ça. En ce moment, c'est Djoko qui est, en ce moment, et je pense jusqu'à la fin, ce sera Djoko. Oui, probablement. C'est lui qui va qui va faire le plus longtemps, finir dans longtemps sa carrière, quoi. Et donc voilà, ça c'est les 4 grands chelems. Donc ça c'est une petite présentation finalement de comment ça se passe une année de tennis. Et oui, comme tu disais, par exemple pour les Français, participer à Roland Garros, je me souviens de Antoine Hollande, etc. C'est des joueurs qui finalement, ils le savent au début de la compétition, ils vont jamais. Il y a très peu de chances qu'ils remportent Roland Garros, quoi. C'est juste le prestige de participer à des tournois comme ça, la célèbre terre battue de Roland Garros finalement. Alors du coup on va faire une petite présentation ensuite de l'édition 2023, donc de l'édition de cette année. Ah oui aussi, non j'ai oublié un truc, c'est là je crois que cette année on fête les 40 ans de la victoire de Yannick Noah. Ouais c'est ça, voilà. Yannick Noah qui a gagné en 1983 contre Mats Wilander si je dis pas de bêtises. C'est le dernier français à avoir gagné Roland. Voilà. Et lui aujourd'hui il a 63 ans et il est... chef d'un village en Afrique. Je crois que c'est Cameroun, non? Ouais, je sais plus trop. Peut-être bien, c'est ça. Je crois qu'il a repris en fait le poste de son père dans son village. Oui, j'avais une idée de ça. Et en fait, il essaye d'encadrer des jeunes, enfin justement à faire du tennis, on va dire là-bas. Et amener le tennis en Afrique. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Il n'y a pas beaucoup de tennisman. Si, en Afrique du Sud, il y en a quelques-uns, mais de tennisman africains, il n'y en a pas beaucoup. Oui, on va dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a Harris. C'est ça, moi, c'est le seul que je connais en tout cas. Afrique du Sud, ouais. Et après, Marocain, Algérien, Tunisien. Non, c'est vrai. Égyptien, peut-être. Si, Égyptien, c'est la fille, c'est Jabber ou un truc comme ça. Ah oui, 11 Jabber, oui, je crois. Mais sinon, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de. C'est pas très africain le monde du tennis. Malheureusement. Mais donc là on va passer à cette édition 2023. Donc il y a plusieurs enjeux, infos majeures pour 2023. Déjà la non-présence du recordman de victoire à Roland Garros, Rafael Nadal, qui s'est blessé, je sais plus c'est quoi déjà, c'est orteil, non je sais plus. Ouais, c'est une blessure au pied. C'est ça. Déjà l'année dernière, on avait vu sur une fin de tournoi, il était très fatigué, il devait faire des infiltrations pour supprimer la douleur, etc. Mais c'est vrai que ça, même si on pouvait s'y attendre, ça a quand même été un gros choc de ne pas le voir parce que c'est vraiment la figure représentative de Roland Garros, quoi, quand même. Oui, je crois qu'il avait jamais... Il avait toujours participé à ça. C'est la première année en fait qui ne fait pas Roland Garros et il a juste un record monstrueux quoi. Il doit avoir quoi, 14 Je crois qu'il a 14. Je crois que j'avais vu c'est autant que le nombre de victoires avec des champions de le Real Madrid, du coup c'est un peu le moins technique comme ça. Mais du coup il est monstrueux. Après l'année dernière on se le cache pas, si Zverev ne s'était pas pété, il y aurait peut-être eu une chance pour Zverev. Très beau match. Très fort début de match. Ils ont dû faire quoi, 2-7 en peut-être 3 ou 4 heures. Et puis après, le soir, il s'est pété la cheville et c'était fini. Malheureusement. Donc, pour cette édition 2023, le numéro 1 mondial, c'est Carlos Alcaraz. On parlera de lui peut-être après, mais déjà, on va parler des surprises de ce début de Roland Garros, donc qui a débuté depuis dimanche. En surprise, on a déjà la défaite au premier tour du deuxième mondial, le russe Danil Medvedev. Vous pouvez peut-être en parler un petit peu. Danil Medvedev, voilà, qui monte dans le classement, donc il est monté à la deuxième place, suivi de près par Djoko. Et voilà, en fait, ce qui est assez fou, en fait, c'est que Medvedev, c'est pas non plus un grand joueur de terre battue. Mais il a quand même réussi à gagner le tournoi de Rome, il y a quand même 10 jours, donc c'est quand même plutôt une bonne performance, ce qui annonçait peut-être de bons résultats pour Roland Garros, mais malgré ça, il perd au premier tour contre Thiago Sebosswild et il se fait rattraper par ses vieux démons, j'ai envie de dire. Vieux démons. Et voilà, en fait, c'est quoi? C'est peut-être la 5e fois, je crois, qu'il perd au premier tour. Même pas, mais pour un joueur de cette catégorie-là, c'est gênant un petit peu. Ouais, on va dire il a fait qu'une seule bonne performance à Roland Garros, c'était l'année dernière. Puis l'année dernière, il est sorti en 8e contre un Koric, il a 40 piges le petit.
Ouais, bon, voilà, après. Oui, après, il il est a quand même un allé en style, demi. il a un style de Oui, jeu qui il est a pas un très style de jeu adapté qui est pas aux adapté, terre ouais. battue. Mais c'est vrai que du coup, c'est étonnant qu'il gagne Rome qui est sur terre battue et qui au final n'arrive pas à Après, jouer. la terre battue de Roland, elle est différente, mais je sais pas si ça Peut-être un change peu autant. différent, mais quand même. Mais ouais, voilà, Rome, y a comme pas une aussi grosse différence, comme quoi. on le disait avant, c'est un ATP 1000, hein, donc c'est quand même juste gros. en dessous, on va dire, des grands chelems. Ça reste un énorme tournoi. Hein, donc, Oui, ouais, donc bon, après, c'est vrai qu'un premier tour à se prendre un first comme ça à Roland, déjà, ça lui fait pas une bonne pub, et puis aussi. Bon, déjà, il avait pas des bonnes relations avec les supporters français qui se fait siffler à chaque match. Mais bon. Et après, en autre surprise, on a Auger Aliassime qui se fait sortir au premier tour par Fognini. Oui, ça par C'est contre, vrai. c'est pas trop dans son habitude. Ouais, Il a plutôt l'habitude de faire des bonnes performances. Malade de ce qu'on nous avait dit. apparemment, il se sentait pas très bien. Ouais. Ouais. Après, un Fognini en forme, hein, j'ai envie de dire, Ouais. parce que hier, pareil, hein, je me Il est souviens vrai. plus contre qui il a joué. Alors, mais attends, je sais plus. il a fait un très beau match en 3-7, assez rapide, Ouais, Fognini je sais qu'il a fait qui- 3-7. Ouais. qui a fêté ses 36 ans, je crois. Ouais, Là. et où ça me fait penser à. Quand tu dis des anciens joueurs, ça me fait penser à Wawrinka, Wawrinka, qui hier a oui, perdu contre Kokinakis, mais qui. c'est vrai. Et Wawrinka, très grand joueur, qui a notamment gagné l'édition 2015 peut-être 15-2016. Mais ça d'ailleurs, 2015 ou on 2016. en parlera des exceptions qui ont réussi à récupérer un grand chelem dans cette C'est terre, vrai, c'est Nadal, vrai, oui. Djoko, Oui. Federer, qui est Parce que- monstrueux. C'est totalement monstrueux. Et d'ailleurs, bon, j'avais voulu en parler dans une édition précédente de Crap Podcast sur le fait qu'on faisait une mauvaise presse aux joueurs français de l'ère Nadal, Djoko, etc. Mais qui finalement, c'est des super joueurs, ils sont juste tombés sur la mauvaise période, quoi. C'est Ah, c'est vrai que quand même le Big Three, comme on dit, Ouais. les trois, donc Nadal, Djokovic et Federer, ils ont quand même dominé la scène du tennis pendant une Ouais, décennie, voire deux même. ouais, 2 et décennies. et en plus, nous, on regarde beaucoup Roland Garros en tant que Français, et Nadal est vraiment inarrêtable sur Ouais. Roland Garros. En fait, on a l'impression Ouais. qu'on peut pas le faire perdre, quoi. Donc c'est vrai que c'est compliqué de briller dans ces conditions-là. Ouais, c'est sûr. Et puis en plus en France, c'est un peu le tournoi en France et les Français peuvent moins briller du coup sur ce tournoi. Ouais, Ensuite, du coup, on pourrait faire une petite présentation des favoris de ce Roland Garros qui a déjà débuté. Donc, on retrouve donc Carlos Alcaraz, donc Medvedev dehors, Djokovic, Casper Ruud. Là, je fais dans l'ordre des têtes de série. Ruud, Rune qui passe après l'abandon de Gaël Monfils. On parlera des Français après. Il y a beaucoup de choses, on va parler après. Donc Rune, c'est quoi déjà son prénom? Holger. Ah oui, Holger Rune. Et après, il y a Roublev. Peut-être un petit Tsitsipas sauvage. Ah oui, aussi. un petit Tsitsipas. Tsitsipas, Oh oui, bien sûr. purée. C'est le dieu grec. Le fameux. Le fameux. Et bah oui, lui, il a joué hier, non? C'est ça. Ouais, il a joué hier, il a gagné son deuxième tour. Et après, il nous reste Sinner, Yannick Sinner. Ouais, Sinner qui est un gros joueur aussi hein, Solide. cette année, qui a fait des bons résultats, notamment aussi contre Carlos Alcaraz. Hein, il a fait des gros matchs, malheureusement il en a perdu la C'est plupart. vrai que c'était un peu le combat de l'année là. entre les C'était deux, c'était ouais. un peu la rivalité, on va dire. Et Ah, c'est les vrai deux que, jeunes, ouais. ils ont fait tous les deux de très bons matchs et des très bons résultats. Donc, Ils avaient joué contre l'année dernière à Wimbledon, je crois. Et c'était peut-être Sinner qui avait gagné contre Alcaraz, je sais peut-être plus. bien, oui. Je me Ils souviens avaient plus. fait un tournoi sur dur aussi. Il me Ouais. semble que c'était l'US Open ou un Peut-être, truc ouais. du style. Je sais plus. Un, Mais un super match. En tout cas, ces deux joueurs se rencontrent souvent, quoi. Et donc là, on a fait un peu les favoris. Est-ce que, enfin, je fais un petit tour de table, même Léo, si tu veux dire ton avis sur sur le choix du favori. Donc chacun, pour vous, qui c'est qui va gagner Roland Garros cette année, quoi? Je commence du coup. Oui, vas-y. On va dire que sur le papier, Alcaraz, il semble complètement monstrueux. Très bon sur terre battue. On le voit un peu comme le successeur de Nadal. Donc un peu envie de dire Alcaraz. Mais quand même, faut pas oublier, Djokovic, c'est quand même le gars, il a toujours été là, il est tout le temps solide, il a un jeu de fou. Donc je dirais les deux, principalement. Ouais, deux favoris, Voilà, ouais. les deux favoris. Après, le problème, c'est qu'ils se rencontrent, En quart. ils se rencontrent assez tôt dans le tournoi, donc ça sera forcément un des deux, mais ça sera pas en finale. Donc je sais pas trop encore, mais. Je rappelle juste, Jason est très fan de Novak Djokovic. Oui, j'adore Novak Djokovic. JF, toi, t'en penses quoi? Du coup, moi, si je devais citer un seul joueur, ce serait clairement Carlos Alcaraz. Hein. Ouais. Pour moi, il n'y a pas de doute. Hein. Depuis le début de l'année, même depuis l'année dernière, en fait, il est juste monstrueux. C'est-à-dire que maintenant, en fait, il est numéro 1 même. Ouais. Il a gagné plusieurs ATP 1000, même d'affilée. Il fait des super résultats.
Moi, je le trouve assez monstrueux. Ouais. Après, comme a dit Jason, hein, je pense que bon, voilà, Djokovic, ça reste très solide. Et puis, à mon avis, étant donné qu'il y a aussi le fait que Nadal ait déclaré forfait, à mon avis, il doit être au taquet pour essayer de prendre ce titre du grand chef, justement, parce qu'il a un peu du mal quand il y a Nadal. Mais cette année, il se dit, bon, pourquoi pas, hein. En même temps, Alcaraz, il est encore jeune. Hein. Il a quoi? Il a qu'un titre du grand chelem. Il a 20 ans. Voilà, et puis moi j'aurais dit que ça serait les deux parce que sinon les Tsitsipas ou Casper Ruud, je les sens peut-être un peu moins solides qu'un Carlos Alcaraz ou Novak Djokovic. Oui, et puis après, Alcaraz en fait depuis le début de l'année, c'est lui qui fait tourner le circuit, quoi, parce que sans lui, finalement. Parce que je sais qu'il y a eu des nouvelles réformes avec l'ATP, tout ça, avec j'avais entendu parler d'un truc, c'était Vision. Ouais, c'est ça, oui. Je sais plus ce que c'est, mais ils veulent allonger. Il y a un projet un peu comme ça, et c'est Alcaraz justement qui soutient peu ce fait-là. Mais, on va dire, mais c'est ça, et puis c'est surtout que c'est plus difficile pour les, parce que du coup les tournois sont plus longs. Enfin, ils veulent allonger les durées de tournois. Enfin, c'est surtout pour les tournois de 250 ou pas les grands chelems en tout cas. Et du coup, ça pose problème à des joueurs un peu plus vieux qui, du coup, peuvent pas tenir comme ça 3 semaines sur la longueur au lieu de 2 semaines ou une semaine. Enfin, peut-être 2 semaines. Et c'est vrai que dans toutes ces réformes, du coup, il y a plein de joueurs qui n'ont pas pu participer. Il y a aussi le fait que Djokovic pouvait plus aller aux États-Unis parce qu'il ne se fait pas vacciner. Et du coup, c'est vrai que ça a posé. C'est vrai que c'est tellement ridicule. Mais après, on respecte les revendications Enfin, pas toutes les revendications d'ailleurs, hein, parce que je sais pas si vous avez entendu sa sortie sur le Kosovo et. Ah oui, j'ai vu une info, j'ai pas tout suivi l'affaire. Djoko, il est quand même très proche des partis nationalistes en Serbie, donc bon. C'est vrai qu'il y avait une petite embrouille apparemment. Ouais. Ça a fait que, pour revenir sur ce que je disais avant, ça fait qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas pu participer à ces tournois à cause peut-être de réformes et d'autres choses. Et du coup, c'est vrai que grâce à Alcaraz, ça a pu tenir. Il n'y a que lui qui a pu, faire tous les tournois. Je pense qu'il y a très peu de joueurs dans le top 10 qui ont fait tous les tournois et en allant à chaque fois en finale quasiment dans les tournois de cette année, quoi. Oui, puis il me semble qu'en plus, à vérifier, mais que Wimbledon était sorti des points ATP cette année parce que il y avait eu des problèmes au niveau des Russes qui pouvaient participer ou non. Il y avait des tensions entre l'ATP et Wimbledon et du coup c'était sorti en plus du classement. Donc du coup par exemple un Djokovic qui a gagné Wimbledon n'a pas eu les points qu'il aurait dû avoir entre guillemets. Donc en plus ça chamboule un peu le classement, etc. Donc, mais les disputes entre l'ATP et Wimbledon, ça date pas d'hier, quoi. Non, ça date pas d'hier, mais disons que ça a marqué un point de non-retour. Effectivement. Donc on va passer donc aux Français. Alors, ce qu'il en reste. Sujet délicat. Je pense qu'on va parler de ceux qui restent, mais je pense que l'émission demain sera déjà has-been si on la sort. Si on la sort. Très, très parce que là on est jeudi et je pense qu'on va essayer de sortir l'émission le vendredi 2 juin. Enfin, on verra si j'ai le temps. Soit le 2 juin, soit le 4. Donc on verra. Les auditeurs le savent déjà. Mais du coup, peut-être que l'émission, quand on parlera des Français qui sont encore qualifiés, les joueurs français sont déjà éliminés. Mais bon. Donc on fait le petit rappel des joueurs qui restent. Jason, je te laisse prononcer le nom de Ah, cet homme dont j'ai du mal à prononcer le nom. Animal. On va y arriver. Je connais même pas son prénom, c'est quoi son... Arthur. Arthur Rinderknecht. Voilà, c'est vraiment le moins français des Voilà, des c'est bizarre, mais ok. Donc lui, il va jouer aujourd'hui, donc ce jeudi 1er juin, contre Fritz, un Américain qui est 9e mondial. Ouais, solide. Voilà, solide. Un peu compliqué. On le voit pas trop sortir du match. On le voit pas. Enfin, moi, je le vois même pas gagner un set. Pas du tout. Hein. Ouais, non. Je le vois pas du tout. Ou moins, gagner un set, ou alors ce Fritz fait une Zverev et se casse la jambe pendant son match. Mais même avec ça, je pense qu'il peut jouer avec une seule jambe et battre. Mais parce que lui, c'est vraiment le Français qu'on entend rarement parler. Il fait rarement des grandes perfs, quoi. À la limite, si c'était un Gaston ou un truc comme ça, il est habitué un peu des perfs. T'es là, bon. Enfin, un Gaston Sané, non. Voilà. Mais un Monfils ou un Benoît Paire qui fait sortir les gens du match avec leur attitude dévastatrice. mais là, moi, je le vois pas du tout. Après, il y a les filles. Il reste 2 filles qualifiées. Après, Caroline Garcia a gagné et sauvé 7 balles de match et soit éliminée hier.
Désastreux. Bref, du coup, il reste 2 filles. Il y a. C'est ça, il y a Diane Paris voilà. et Océane Dodin. Océane Dodin qui jouera contre 11 Jabber, donc la numéro 7 mondiale. Ça va être un match très très compliqué, je pense. Là, ça va être très dur. Et Diane Paris qui joue, je ne sais même plus contre qui il joue. Mais c'est faisable. Diane Paris, l'année dernière, elle a fait un super Roland Garros, je me souviens. Mais du coup, on peut dresser un petit bilan. En préparant l'émission, je pensais pas que déjà jeudi, on allait devoir faire un petit bilan déjà du Roland Garros des Français. On va faire un petit tour de tous les Français. Alors, Benoît Paire qui perd contre Cameron Norrie en 5-7 quand même. Très beau match. Voilà. Benoît Paire qui avait annoncé justement qu'il voulait se remettre au tennis, on va dire un petit peu. Oui. Il doit être dans le top 100 mondial peut-être. Ouais, il était 149 je crois. Voilà, c'est ça. Et puis il avait annoncé qu'il essaie de se remettre un peu au tennis. Mais bon, en soi, il a fait un très bon match contre Cameron Norrie qui est 13e mondial je crois, ou 14e peut-être. Match très intéressant. Voilà, il a su profiter de certaines occasions. Il a su, il s'est pas trop énervé pour une fois, j'ai trouvé par rapport à d'habitude. C'était plutôt agréable à regarder. Ouais, c'est pas très bien. Parce que c'est un truc des fois qui me plaît pas, qui plaît à personne. C'est que s'énerver quand tu perds, etc. Pour des choses vraiment qui n'ont aucun sens. Enfin, moi je me souviens des dernières vidéos qu'on voyait de Benoît Paire. Avant, à la limite, il y avait des trucs où il s'énervait contre l'arbitre parce qu'il y avait un défaut, machin. T'étais là, bon, ok, t'as peut-être un souci, machin. Mais là, je me souviens de la fameuse avec Nishikori où voilà, on sera censuré si on le dit, mais où il s'énerve pour rien. Enfin, il n'y a pas à s'énerver de quelqu'un qui a de la chance en face, quoi. Tu peux pas t'énerver contre la chance, quoi. Et même plein de fois où il insultait des gens sur des tournois, des petits tournois en plus, il a insulté des gens. Enfin bref, ça n'avait pas de sens. Et bon, tout le monde du coup a vu les matchs de la France ou pas, Léo? Non, des matchs plutôt j'ai oublié de te demander quel est ton favori. Je voulais te demander. Du coup, je pense partir sur Alcaraz aussi, parce que je vais suivre on va dire l'idée de mes deux compères qui sont bien plus experts que moi, mais c'est vrai que depuis quelques années, depuis toujours, j'entends toujours le nom de Djokovic dans le top mondial, donc ça reste très solide, mais je vois bien un très bel avenir à Alcaraz s'il ne se blesse pas, parce qu'il est jeune, la vingtaine. Donc sans blessure, je pense que ça peut, on va dire, rouler sur la compétition, quoi. Rouler sur la compétition. Sur ses adversaires. Sur ses adversaires. On espère pour lui. Ensuite, on revient sur les Français. Qui c'est qu'on avait en Français encore? On a eu une sortie de poule de Lucas Pouille. Ah oui, Lucas Pouille. Qui est revenu en force. Non, mais ça faisait depuis longtemps qu'on l'avait plus vu, alors qu'il avait fait des bonnes performances quelques années auparavant. Et c'est agréable, je trouve, de le revoir sur les tournois. Bon, même s'il n'a pas duré très longtemps. Oui, il s'est sorti par Norrie. Voilà, qu'il est sorti tout de suite. Mais au moins, on l'a revu, quoi. Oui, ça fait plaisir. C'est surtout que Lucas Pouille, qui est 670e, je crois, mondial. Donc, on va dire que à ce niveau-là, voilà, les joueurs gagnent pas beaucoup d'argent, même très peu. Ils ont du mal à en vivre, à tout gérer, quoi. Clairement, on va dire. Et ce tournoi-là, il va lui faire du bien parce que justement, notamment en cash prize, le premier tour, il gagne 69 000 euros quand même. Donc là, il a passé le second tour. Donc, j'ai pas les chiffres, mais ça doit bien être un bon 100 000 euros qui va se prendre, à mon avis. Enfin, il s'est arrêté au second tour. Oui, c'est arrêté, mais même pour le perdant, je veux dire, il doit bien se prendre un 100 000 euros, ce qui va clairement peut-être le remettre d'aplomb et puis essayer qu'il fasse quelque chose. Et donc on a eu Lucas Pouille qui a perdu hier contre Norrie. Hier, c'était pas la journée des Français. Non, clairement. Le premier Français, Hugo Humbert, s'est fait sortir par son ego. Alors bon, Hugo Humbert qui se disait mieux en terre battue, finalement, s'en est pas bien sorti. C'est ça. Apparemment, il avait dit que justement, il avait eu une sorte de déclic en fait sur terre battue. En même temps, on peut pas lui en vouloir. Il joue son ego, c'est quand même un bon joueur. Il a passé quand même déjà le premier tour. J'ai trouvé qu'il a fait un bon match quand même. Oui, après c'était un Français. Il jouait Manarino. Manarino qui était Manarino au premier tour, voilà, qui est pas très Manarino, je crois que c'était cette année, ça allait pas. Je crois qu'il y avait un problème cette année, je sais plus ce que c'était. Moi je sais Manarino, petite anecdote, il me semble que c'est Manarino qui corde peut-être en 11 de cordage. Oh la vache. Ça veut dire quoi? C'est la tension du cordage. C'est la tension du cordage. On a tendance à accorder vers 23, 24 en général, une raquette, on va dire, de club basique, quoi. Après les pros ont chacun leur tension.
Donc, mais 11, moins c'est tendu, plus ça part, quoi, en gros. C'est ça, parce qu'en fait, 11, on aura un effet élastique. Non, en fait, ça sera moins tendu et ça sera plus élastique, on va dire. En gros, tu touches la balle, ça part à des kilomètres, quoi. Si t'es cordé à 11, voilà, c'est ça. On va dire que c'est une tension de badminton, j'ai envie de dire. C'est son choix de. Oui, bien sûr, il préfère comme ça, mais bon. Et pourtant, il n'a pas une puissance phénoménale, même en cordant à 11. Je sais pas comment il fait. Ça a l'air injouable, mais je pense qu'il doit avoir mal au poignet. Enfin, je sais même pas comment il fait pour tenir, mais bon. Bah, je crois qu'il avait peut-être un problème au poignet justement. Voilà, il faut changer sa tension. Peut-être bien. Donc ensuite on avait Manarino. On a eu les deux jeunes. Qui sont arrivés. Arthur Fils et Lucas Van Hache, qui étaient en finale de Roland Garros Junior l'année dernière. Enfin, les deux même. Les deux étaient en finale. Et Lucas qui a gagné. Et Arthur Fils avait gagné 3 jours avant un tournoi à 250 à Lyon contre Simon Doulo, après avoir passé Nakashima. Et bon, du coup, les attentes les espoirs ont été déchus par un joueur à nom composé, Davidovich Fokina, qui du coup a sorti les deux Français qu'on attendait les deux jeunes, quoi. Ah oui, clairement. Bah moi, Arthur Fils, bon, j'avais déjà vu jouer quelques matchs. Voilà, je savais qu'il jouait bien, mais bon, voilà, il y aurait peut-être eu quelques difficultés. Lucas, lui, il est de 2004. Donc c'est quand même un jeune, on va dire, un jeune espoir. Je l'avais jamais vu jouer et bon, au final, il m'a pas trop déçu. Dans son jeu, il y a peut-être quelque chose et peut-être que on verra les années qui suivent. Les années qui suivent. Et puis on parle de Fils un peu comme d'une déception, mais il faut quand même rappeler qu'il doit avoir, je sais plus, 18 ans, je crois. Et il est déjà dans le top 100. Puis t'as gagné un ATP avant. C'est énorme. Mais c'est sûr qu'il y avait énormément d'espoir qui était posé sur lui, mais au final, ça n'a pas marché. Mais sinon, c'est quand même un très gros joueur, quoi. Franchement, je pense qu'il y a de l'avenir, quoi, dans sa carrière. Ouais, il a le temps, quoi. 18 ans, franchement. Même, en fait, c'est parce qu'on s'en rend pas compte, parce qu'on a des Alcaraz et des Sinner qui perdent à 2 ans et demi, limite. C'était là, ok, vas-y. C'est ça, ouais. Mais il faut relativiser, quoi. Et Arthur Fils et Lucas Van Hache, surtout Lucas Van Hache, je pense qu'il est beaucoup plus sous-coté que Arthur Fils et qui, je pense, a peut-être plus d'espoir. J'ai peut-être plus d'espoir en lui. Je pense que il y a quelque chose à faire avec lui, quoi. Il faudra attendre les années, mais ce sera, en tout cas, je pense, une nouvelle génération qui se lance, qui pourrait remplacer les anciens Gasquet, mon fils, père, etc. Du coup, on a fait le tour un peu des Français. Il reste Gaston, mais du coup, il s'est pris un first contre Molcan. Gasquet qui a pris un first contre Rinderknecht. Le fameux. Moutet qui a perdu hier contre Roublev. On a cru un petit peu, il a pris un set. Contre Roublev. Mais Roublev après Roublev sur terre, c'est un Medvedev, quoi. Enfin, c'est pas très 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 fort, quoi. Donc du coup, j'avais mis dans mes petites questions: Arthur Fils peut-il créer la surprise? Réponse: non. Qui va aller le plus loin chez les Français? Rinderknecht. Bon, bah maintenant on le sait, hein, voilà. Et ensuite, j'avais dit qu'on pouvait faire une petite réaction des premiers résultats. De quoi on peut parler? Il y a eu quoi comme... Si, on a déjà parlé en vrai, la défaite de Medvedev. Fognini qui fait une perf, Wawrinka qui s'arrête, je crois que c'est son dernier Roland, il a dit. Peut-être bien, sur un 5-7. Oui, bon, c'est vrai qu'il y a un peu des allures de frigo, mais frigo version petit et mis à plat, genre déjà bien rempli. Voilà. On a déjà fait les courses. c'est tellement... non, moi je voulais revenir, on parlait de Gaston, je voulais revenir sur l'affaire Gaston. Je sais pas si tout le monde a suivi, on n'a pas entendu parler. Faire un point dessus. Moi je veux bien en parler. Enfin, vous compléterez peut-être des trucs. Et du coup, il y a un tournoi, je sais plus lequel, mais il y a quelques semaines. Juste avant Roland. Juste avant Roland, où Gaston a été dû payer une amende de 169 000 € pour avoir fait tomber une balle pendant un jeu. Ce qui fait que, ça, je sais pas comment expliquer, mais ça brouille tout le... Il a pas vraiment fait tomber une balle. On va dire qu'il a jeté une balle sur le court pour empêcher son adversaire de gagner le point. En fait, son adversaire allait se matcher. Il a pris une balle, il l'a lancée sur le court. Et il y a une règle au tennis qui dit que s'il y a une balle qui arrive malencontreusement sur le court pendant qu'on joue un point, le point doit être rejoué. Mais lui, il avait une balle dans la poche. Voilà, il a une balle dans la poche, il la prend, il la jette sur le terrain. C'est de l'anti-jeu. Donc, amende méritée. Après, amende chère. Amende très chère. L'amende a été divisée par 2. Ah oui, finalement, elle a été, j'ai vu ça. Divisée par 2. Mais
mais je trouve ça, enfin c'est ce que Père disait dans une interview, il disait 169 000 €, c'est un appart quoi, et du coup tu fais payer. C'est énorme. Surtout pour un joueur de, surtout pour un joueur de la caste de Gaston, hein, parce que comme je vous disais tout à l'heure, Gaston ça gagne pas non plus des masses. Ouais, quoi, c'est ça. Il fait pas des, ça fait des petits challengers. Je sais pas combien il gagne par mois, mais à mon avis ça doit pas être. C'est difficile quoi. Heureusement qu'il y a eu Roland Garros justement, parce que du coup il peut gagner quand même 69 000 €, même s'il a perdu au premier tour. Mais du coup je me dis que si pour lui Roland Garros c'est un peu ce qui finance son année. Là du coup c'est perdu quoi. En fait, c'était clairement ça. Là Roland Garros c'est parti dans le néant quoi. C'est tout l'argent. Ça c'est triste. Mais du coup, on peut essayer de conclure sur ça. Si on a d'autres choses à dire. Du coup, tout à l'heure, on avait dit, on l'a vaguement dit, mais il faut peut-être repasser dessus que mon fils, du coup, a fait un premier tour quand même assez monstrueux, parce que mon fils quand même revient du coup de rééducation et il s'était blessé au pied. Ouais. Il s'était arrêté pendant quelques temps. Il revient, il sort un match en 5-7 monstrueux. Vraiment, c'était un beau match. Ouais, l'un des plus beaux matchs que j'ai vu. Mais je pense que du coup, physiquement, c'était un peu dur. Ouais, c'est cramé, Donc, mon fils qui déclare forfait pour son deuxième tour. J'ai écouté son interview et en gros, il s'est pendant le match, je crois, le match contre Baez, du coup, le match qu'il a fait mardi, il s'est au poignet gauche, je crois qu'il s'est pété le ligament. Je sais même pas s'il y avait des ligaments au poignet. Ouais, je sais. Mais enfin, ligament interne du poignet, quelque chose comme ça. En fait, c'était pendant le match et son kiné, c'était le physiologiste ou un truc comme ça. Je sais même pas si ça existe. Oui, si. Et lui a dit tu t'es fait un peu mal au poignet, mais vas-y, on met un peu de glace et ça va. Et du coup, il a joué tout le match avec ça. Et son médecin, le lendemain, il lui a fait des tests. Il lui a dit mais jamais tu rejoues au tennis avec ça. Du coup, c'est-à-dire qu'il a fait 4 sets au moins en jouant avec le ligament interne du poignet pété. Donc il a fait. Mais bon, il va peut-être faire. Je sais pas comment dire, mais l'inattendu, à savoir quitter sa carrière sur une victoire, parce qu'en vrai. Mais sur un abandon quand même. Oui, sur un abandon, mais après on espère qu'il va rejouer et il le disait, il va faire sa saison en gazon et tout ça. Mais moi j'espère le voir une dernière fois à Roland, qu'on y aille l'année prochaine, nous, à Roland, et qu'on voit la dernière de Nadal et la dernière de Gaël. Et là ce serait beau. Ça, c'est beau, mais après Nadal, j'ai envie de dire l'année prochaine, pour revenir à Nadal, peut-être compliqué. Voilà, c'est ça. Il avait annoncé qu'il revenait en 2024, mais je sais pas. Moi, j'y crois moyennement. J'ai l'impression que c'est un peu l'annonce pour dire voilà à ses fans. Enfin, j'ai envie de dire bon, je suis toujours là, mais à mon avis, il va falloir lui dire à un moment que physiquement, je pense qu'il est vraiment à bout, Nadal. Ouais. C'est clair. Donc on verra l'année prochaine. Il y a les Jeux Olympiques aussi l'année prochaine. On verra si. Aussi. Ah oui, il y a d'ailleurs juste, je disais pour les Jeux Olympiques, il y a Alcaraz, il me semble, qui a proposé de faire un double avec Nadal. Ouais, là ce serait. Au JO. Donc ça serait vraiment un double monstrueux, fabuleux à voir, je pense. C'est fou. Ouais. Là on irait voir. Moi j'irais voir, je pense. S'il y a une place, on irait voir. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter là, on en est en ce moment. On va arriver en 8e de finale bientôt de Roland Garros, je crois. On est vers les 8e en tout cas. Non, peut-être 16e. 16e déjà, là, il va y avoir quoi? Ça va être les 3e tours, on va dire déjà. Et ensuite, c'est ça, il y aura les 16e. Parce qu'en 3e tour, on aura déjà des beaux matchs. On aura déjà du Alcaraz-Shapovalov, par exemple. Ah oui, putain. Qui va déjà être un très grand match. Et ensuite, il me semble que s'ils gagnent, Alcaraz et Tsitsipas, ils peuvent se rencontrer. Donc on aura déjà des très beaux matchs. Des très beaux matchs dès le 3e tour. Ouais. Non. Donc on peut conclure cette page tennis. Et si tu veux, Léo, on part sur une page basket. Comme tu veux. Et on peut commencer par parler de ce match, de cette série complètement dingue entre Boston et le Heat. Complètement. On est parti sur 3 premières victoires pour le Heat. Déjà... C'était incroyable, Jimmy Butler complètement fou, des fins de match à 26 points dans le dernier quart-temps, complètement incroyable. Une remontée obligatoire, j'ai envie de dire, pour Boston, qui a fait franchement des playoffs bien, mais j'ai l'impression que ça allait être tendu de remonter 3-0. C'était jamais arrivé. Ouais, déjà. Et si, il me semble que pour Golden State, il s'était remonté un 4-3. Ah ouais, peut-être. J'en sais rien. Mais j'avais peut-être je sais plus. Mais du coup, ils sont revenus à 3-3. Ils reviennent à 3-3 et là... ils perdent de 20 points sur le dernier match. C'était à Miami ou à... Alors ça... Je crois que c'était... Attends, je sais plus.
C'était à Miami ou pas, le dernier? Mais je crois que c'était à Miami parce qu'ils l'ont tous fêté et tout ça. Ouais, sûrement. Enfin bon, oui, je crois que c'était à Miami. Oui, attends, on va peut-être refaire la série. Attends, là, s'ils font 2. Non, ça va durer 1000 ans. Je suis en mode. Alors là, ils ont commencé 2 matchs. Non, je sais plus. Mais en tout cas, ce qu'on peut ressortir de ce match, de comment on dit déjà cette playoff. Ouais, c'est playoff. C'est fou. Enfin, c'était fou. On y attendait. Enfin, moi, à la fin, finalement, je supporte pas les deux équipes. Je suis pas fan d'une des deux équipes, mais à la fin, moi, j'étais un peu tout à fond pour Boston pour qu'ils finissent ce qu'ils ont entrepris et faire la fin. Magnifique, ouais. Sauf que sur ce dernier match, le joueur que tout le monde attend à Boston, Jason Tatum, se pète à la cheville au bout de 30 secondes. C'est vraiment 4 secondes. C'est pas très. Enfin, c'est très très tôt dans le match. Une blessure sur le match le plus important de la saison. Ouais. Et malheureusement, il se blesse. Il se blesse, mais il continue à jouer comme tout le match, mais on voit qu'il est diminué tout le match, quoi. Et que il fait avec une blessure à la cheville, c'est plus compliqué. Ouais. Il met que 14 points, je crois, ou quelque chose comme ça, et il met un lancer franc, un 3 points sur. Non, mais 6. ça a été compliqué, c'est-à-dire que le joueur qu'on attendait le plus, comme tu l'as dit, à cause de la blessure, a été grandement diminué. Et puis c'est dur pour le reste de l'équipe de porter vraiment cette équipe face à une équipe du Heat qui était complètement rodée. Ouais, avec Butler et Martin. Martin, d'ailleurs, il s'appelle Martin, c'est ça lui? Il me semble, ouais. Et lui, je crois il est même pas dans le top 5 des salaires du Heat. Ouais. Et pourtant, il a fait un match, complètement fou. Où je me souviens du troisième tiers-temps où à la toute fin, tous les coéquipiers d'un mec d'un des mecs du Heat disent donne-la à Butler. Il fait la dernière possession. Et Martin il fait non, je la prends et je pars, et il part tout seul et il vient mettre le lay-up et il met Boston à 10 points, et là putain. Complètement incroyable. Et puis même Butler sur toute la série, c'est incroyable. Et puis un bon Bam Adebayo aussi qui a été très solide à l'intérieur de la pivot, raquette. C'est ça. C'est ça. Et aussi dans ce match 7, il y a le Bron, comment il s'appelle, Bron. Son prénom c'est quoi déjà? Le joueur des Celtics, Bron. Attends. Je sais plus son nom. Son prénom. Attends. Ça c'est Jason Brown. Ouais. C'est ça. Oui, lui aussi a fait un mauvais match. Ouais, ça a été compliqué, beaucoup de lancers, beaucoup de loupés, pardon. Ouais. Mais ça a été une sacrée. J'ai pas envie de dire que ça a été une catastrophe parce que si on regarde toute la série, ça a été quand même des super matchs. Ils sont allés loin, mais. Je veux dire, pour vraiment le match où ça leur permettait d'aller ensuite en finale des finales, ça a été... il fallait sortir un meilleur match. C'est ça. Mais puis après, c'est aussi que tactiquement, ça change tout quand Tatum se pète. Du coup, clairement, ouais. Techniquement, déjà, on a vu moi, j'ai vu une analyse là, d'un mec qui faisait une analyse du match un peu bien expliqué tout ça, où en gros, il montrait que dès qu'ils ont vu que Tatum s'était blessé, et le Heat, ils ont commencé à jouer par exemple des coups où ils réservaient la moitié du terrain en 1 contre 1 Butler contre Tatum, et après les 4 autres du Heat, ils allaient de l'autre partie du terrain, et coup ils laissaient Tatum contre Butler, et Butler il partait sur le côté de la cheville pétée et hop, ça passait à chaque fois. C'est tactique, hein. C'est horrible, hein, c'est malheureux, mais c'est tactique, hein. En même temps, ça permettait donc de créer un espace de 1 contre 1 comme tu l'as dit. On a exploité la faille entre guillemets, c'est-à-dire qu'on avait la possibilité de mettre le plus de points sur le joueur le plus, on va dire, faible physiquement dû à sa blessure. C'est bien joué, mais c'est horrible, quoi. C'est terrible pour eux, quoi. Mais donc, premier match des finales ce soir, cette nuit. C'est ça, 2h30. 2h30. Je ne vais pas me lever techniquement, ça fait très tard. Mais je regarderai le résumé demain matin avec le duel Jokic contre Butler. Et ton avis sur le swipe 4-0 Lakers Nuggets? Le niveau l'écart de niveau était démentiel, quoi. Vraiment l'écart entre les Nuggets et les Lakers. Après les Lakers, l'année qu'ils font, attends, ils sont revenus de loin. Oui, ils sont revenus de loin, mais ils forcent à vouloir une bille. Ils ont forcé un petit peu. Ouais, mais ils étaient en 2 victoires, 10 défaites au début de la saison. Aller jusqu'en finale de conférence, c'était déjà. Oui, c'était déjà très bien. Mais puis sortir, ils nous ont offert un très beau match, un très beau duel avec les States, les Golden States. Donc ça fait plaisir. C'était beau, même avec. Il me semble que c'était Memphis. Je crois que c'était Memphis. Memphis où il y a Brooks. C'est ça, avec J. Morant. Et d'ailleurs Brooks qui va partir. Oui, sûrement en Chine. Parce que c'est ça,
J'ai vu ça, mais parce qu'en même temps, il faut qu'il arrête de faire le malin et défier tout le monde alors qu'il sait pas jouer. Quoi. Faut arrêter d'ouvrir sa gueule. Ouais, voilà, quand tu sais pas jouer, tu parles pas tout le temps. Quoi. Après, voilà, c'est bien beau de critiquer LeBron quand on n'a rien fait dans sa carrière. Ouais, mais voilà. Après, il faut assumer. Quoi. Voilà, du coup, il va commencer à apprendre le chinois. Ouais, voilà. Mais voilà. Je propose qu'on passe à ce qu'on fait souvent à Crab. C'est les recommandations culturelles. En gros, chacun recommande, si vous voulez, soit un jeu vidéo, soit un basketteur qui a été pris en premier de la draft cette année. Je dis ça au hasard, mais Léo, tu pourras en parler si tu veux, si on a le temps un petit peu. Après, ouais, et du coup, si vous avez un jeu vidéo, un livre, un film, une série, ce que vous voulez, vous pouvez la recommander. Est-ce que vous avez des choses, Jadon et JF? Wow, mais moi, j'y ai tellement pas réfléchi que là. C'est vrai que je vous prends un peu dépourvu. Vas-y, faut que je réfléchisse. Moi, si vous voulez, je vous fais le premier. Alors, commence. qu'est-ce que je pourrais dire? Attends, j'ai vu. Je vous recommande déjà de regarder Roland Garros et de regarder les finales de NBA, bien sûr. Et qu'est-ce que je pourrais. Allez, je recommande un documentaire Canal sur l'histoire de Sébastien Haller. Sébastien Haller, c'est un joueur qui, l'été dernier, a eu une tumeur au testicule. Et du coup, il y a eu un cancer au testicule. Et arrêtez de vous moquer, c'est terrible. Et il retrace toute son histoire. Et son histoire est magnifique, mais malheureusement se conclut mal. Pas pour le cancer, il a été. Comment on dit? Enfin, il a été guéri du cancer en gros. Ouais. Mais il aurait pu offrir le titre de champion d'Allemagne à Dortmund, sauf qu'il se rate son penalty ce week-end et du coup il n'offre pas le titre de champion, qui aurait pu être la super belle histoire après le cancer, tout ça. Oui, ça aurait été beau. Ouais. Ça aurait été beau, malheureusement. Après quoi, 10-11 ans Ouais, ça fait 10 ans que le Bayern gagne tout le temps et qu'ils auraient pu. Dortmund ouais, à choc, mais le choc de Dortmund, je crois que je vais pas en parler parce que j'ai encore pleuré parce que ça m'énerve. Pendant le match, il y a eu un moment où c'était censé gagner, puis quelques minutes après, ça a c'est été pas possible. La défaite. Ça n'a aucun sens. Voilà, moi j'ai ma petite recommandation culturelle. Léo, tu peux parler vite fait de Wemby si tu veux. Petit contexte. Wemby, jeune français de 19 ans, je crois. Victor Wembanyama pour les noms intimes qui ne connaissent pas encore Wemby. Avenir du basket français et du basket tout mondial, court, qui a été qualifié par tous les grands joueurs de NBA comme LeBron James d'Alien, du jamais vu en fait, 2m21 pour 2m44 je crois d'envergure. Ouais. Et 2,5 kg à peu près. je crois qu'il fait un phasme. Un phasme. C'est vraiment un phasme. Hein. Ouais, non mais incroyable. C'est-à-dire que c'est du jamais vu parce que bon, on peut se dire tiens il est grand, bon bah le mec c'est juste on va dire dunker, jouer sous l'arceau, mais non, ce mec dribble. Il rate son 3 points, bah non, il va récupérer son alley-oop et il va dunker, voilà. Donc le mec dribble comme un ailier, il shoot comme un ailier, un shoot à 3 points très solide et là. C'est un Antetokounmpo mais qui on a mis des gènes. Ouais, il a été boosté quoi, c'est un cheat code, on va dire, ça va être incroyable de le voir en NBA donc normalement aux Spurs. Ouais. Donc est-ce que c'est possible que les Spurs ils l'aient pas encore? Bah tu peux faire un échange après tu peux échanger avec d'autres équipes mais ça m'étonnerait que les Spurs veuillent échanger Wembanyama pour qui que ce soit. Après autant ça marche pas parce que on n'espère pas, mais ce que disait, j'entendais Tony Parker parler, dire il a un bon entourage, il est très intelligent pour son âge. Il est mature aussi. Il est très mature, moi je l'entendais dans une interview, il est très très mature déjà. Mais attention, parce qu'on n'a jamais vu ça en NBA, il peut se blesser. Ouais, bien sûr, renforcer Après, voilà, les blessures c'est quelque chose qui a, on va dire, complètement ruiné les carrières de certains. Je pense à Derrick Rose par exemple, le prodige de Chicago après l'ère Jordan. Ouais. Mais c'est sûr que les blessures peuvent complètement ruiner la carrière d'un joueur, aussi prodigieux soit-il à la base. Mais je pense que s'il y a vraiment un travail physique qui est fait, il ne devrait pas y avoir de problème. Oui, ouais. Voilà, on espère pour lui. Faut pas qu'il joue tous les matchs non plus. Ouais, voilà, l'intensité, c'est ce que j'allais te dire justement. Ouais. L'intensité des matchs a fait qu'on n'a jamais eu autant de blessés pendant les saisons régulières. Ouais. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un moment où les joueurs presque c'est tous les soirs quasiment. Ouais. Donc faut leur laisser du temps parce que sinon fatalement ils vont se blesser si tu joues trop longtemps, c'est risque de blessure accrue. Ouais. C'est sûr. Bon, je propose qu'on conclue cette émission parce que l'heure a sonné déjà depuis quelques minutes. C'était très sympa d'avoir cette petite discussion mi-tennis, mi-basket. Très cool. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Ouais, franchement, c'était sympa. C'était très bien. C'était très clean. Sartek. Et pour nous, le Crab, on se retrouve. Normalement la semaine prochaine pour l'une des dernières émissions. Voilà, je vous dis à la prochaine. Au revoir.